La salle d'audience était déjà chargée de tension, bien avant même que l'enregistrement ne commence. C'était le 12e jour du procès. Les audiences quotidiennes avaient fini par ressembler à une routine sinistre. Les journalistes sirotaient du café tiède, les dessinateurs de presse esquissaient les mêmes visages sous de nouveaux angles, et les analystes juridiques murmuraient des prédictions de plus en plus creuses. Mais soudain, quelque chose changea. L'avocat de Kazi se leva et s'adressa au juge d'un ton calme. « Votre honneur, avec la permission du tribunal, nous aimerions présenter une nouvelle preuve audio authentifiée. » Un silence tendu tomba. Le juge Harmon le fixa par-dessus ses lunettes. Cette requête ne figurait pas dans les déclarations préliminaires. L'avocat hocha doucement la tête. Ce document a été soumis sous scellé, après examen par les enquêteurs fédéraux. Il est directement lié à la chronologie et aux témoignages de moralité déjà présentés par la défense. Le juge ne répondit pas tout de suite. Il se renfonça dans son siège, comme s'il pesait une vérité invisible entre ses mains. « Admis, dit-il enfin, mais procédez avec prudence. » Un murmure parcourut la galerie. Même l'avocat de Didi sembla pris au dépourvu. Il murmura quelque chose à son téléphone, les yeux écarquillés. Puis un haut-parleur fut apporté, petit appareil noir posé sur un chariot. Simple, sans éclat, il semblait pourtant plus lourd que tous les classeurs empilés dans la pièce. Didi ne le regarda même pas, ses yeux figés, ses mains fermement jointes sur ses genoux, les jointures blanches sous la pression. Derrière elle, ses partisans restaient assis, droits, muets, impassibles. Pas un mot. Le procureur appuya sur lecture. Un grésillement. Un silence. Puis une voix. La voix de Didi. Basse, douce, assurée. Elle riait, nonchalamment, comme si elle ignorait que tout était enregistré. Puis une autre voix lui répondit, et l'atmosphère changea. Brutalement. R. Kelly. Le public retint son souffle. Même la dactylo du tribunal suspendit ses doigts au-dessus du clavier. Au début, la conversation paraissait banale. Il parlait d'emploi du temps en studio, de collaboration, de souvenirs de tournée. Puis le ton changea. Il fut question de contrôle, de discipline, de l'harmonie entre les gens. L'harmonie. Didi, tu ne peux pas les laisser croire qu'ils ont le choix. C'est là qu'on les perd, dit R. Kelly. Exactement, répondit-elle. Si on leur donne trop de liberté, on perd l'avantage. Il faut les garder prêts, les effrayer. Le juge leva une main, visiblement troublé. Un juré se couvrit la bouche. Les yeux de Kazi restèrent figés. Ce n'était pas seulement accablant, c'était glaçant. Avant de plonger dans ce moment explosif, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Vous ne manquerez plus aucun témoignage plein de vérités foudroyantes. Mais revenons à l'histoire. Car ce qui se produisit ensuite fit plus que plonger la salle d'audience dans le silence. Cela changea tout. L'enregistrement continua. Et chaque seconde qui passait rendait l'air plus froid, plus dense. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, mais la manière dont il le disait. Calme. Sur deux. Comme deux hommes négociant un contrat commercial qu'ils avaient pratiqué 1000 fois. Sans peur. Sans hésitation. Juste le contrôle. La voix de Requel revint, plus grave, presque envoûtante. Tu impliques leur famille, tu les fais réfléchir à deux fois. Tu ne les menaces pas, tu leur rappelles juste. Didi éclata de rire. Ce même rire glacial qui rebondissait sur les murs du tribunal. Mec, t'as toujours 2 coups d'avance. C'est pour ça qu'ils ne nous poursuivent jamais. La peur, c'est la loyauté. Un murmure se propagea à nouveau. Certains spectateurs se penchèrent en avant, d'autres se reculèrent, comme pour s'éloigner du poison verbal qu'ils entendaient. Une femme pleura doucement. Je ne la connaissais pas bien, mais je reconnaissais ce bruit. Le son d'un abus de pouvoir. Didi, elle, ne bougeait toujours pas. Pas une larme. Pas un clignement. Son avocat, stoïque, avait une main crispée sur la table, l'autre reposant doucement sur son bras. C'était tout ce qui la maintenait ancrée dans le présent. Le reste s'effondrait. Puis la bande plongea plus loin encore. Ils commencèrent à prononcer des noms. Certains censurés. D'autres non. Artistes féminines. Anciens assistants. Membres d'équipes de tournage.
Didi évoqua celles qui posaient trop de questions, celles qu'ils avaient dû faire taire. R. Kelly répondit. J'ai fait pareil avec la mienne. J'ai déménagé. Nouveau bail. L'argent continue de couler. Il parle pas une fois que le loyer est payé. Le juge Harmon s'agita, mal à l'aise. Les avocats de Didi protestèrent. C'est préjudiciable. Ce ne sont que des rumeurs. Mais le procureur brandit un document. Votre honneur, cet enregistrement a été authentifié par 2 experts judiciaires indépendants. Il provient d'un serveur de sauvegarde saisi par les autorités fédérales. La chaîne de possession est intacte. Le juge hésita. Puis il regarda Didi. Et pour la première fois, cet homme si imposant parut petit. Non seulement acculé, mais exposé. Ses épaules s'étaient affaissées. Sa mâchoire était relâchée. Le charisme qui remplissait jadis les stades s'était dissous. Et l'enregistrement n'était même pas terminé. La section suivante glaça le sang. R. Kelly dit. Garde un dossier sur chacun d'eux, au cas où. On ne sait jamais qui va craquer. Didi répondit. C'est malin. Le chantage ne fait pas peur. Ces mots tombèrent comme un coup près. Les journalistes cessèrent de taper. Un juré secoua lentement la tête, comme s'il tentait de saisir l'ampleur du cauchemar. Ce n'était plus de simples accusations. C'était une stratégie. Des systèmes. Des mécanismes de silence et de domination, discutés comme des manuels d'entreprise. Enfin, après 11 minutes et 47 secondes, l'enregistrement s'arrêta. Personne ne parla. La salle était figée, comme si le temps lui-même avait suspendu son souffle. Le juge Harmon s'éclaircit la gorge. Nous allons faire une courte pause. Sa voix était sèche, hésitante, comme s'il avait oublié comment parler. Il bougea à peine. Baissa les yeux. Cligna lentement, comme s'il sortait d'un cauchemar trop familier. Et Didi ne se leva pas. Ne regarda pas ses avocats. Elle fixa simplement le haut-parleur, comme si ce dernier l'avait trahi. Parce que c'était vrai. Sa voix. Ses mots. Sans filtre. Sans communiqué de presse. Sans équipe de gestion de crise. Juste la vérité. Brute. Irrévocable. Et pour la première fois depuis bien longtemps, personne ne vint à sa défense. Dans le couloir du tribunal, c'était le chaos. Les journalistes s'interpellaient. Les téléphones sonnaient sans fin. Des alertes d'actualité ont illuminé les écrans du monde entier, inondant les fils d'informations en temps réel. Les caméras ont tourné sans relâche, les doigts se sont pointés dans l'enceinte du tribunal, et les journalistes, fébriles, ont reformulé avec précipitation ce qu'ils venaient d'entendre. Mais aucun titre, aussi percutant soit-il, ne pouvait capturer pleinement ce qui venait de se passer. Une seule vérité planait, indiscutable, entre les murs feutrés de la salle. Didi et R. Kelly avaient été enregistrés, et leurs propres mots ne pouvaient plus être ignorés. L'extrait audio, malgré une sécurité renforcée, avait déjà fuité sur Internet. En quelques minutes, il avait envahi X, TikTok, YouTube et Reddit. Les hashtags explosaient, Didi Kelly tape, assurance chantage, et ils l'ont dit. Des influenceurs filmaient leurs réactions, des avocats lançaient des analyses en direct, et des survivants, dans un courage discret mais bouleversant, déposaient leurs histoires en commentaire. Dans le tribunal, la défense de DDD commença à vaciller. L'un de ses avocats tenta d'argumenter que l'enregistrement avait été sorti de son contexte. Un autre évoqua une possible manipulation vocale. Des tentatives désespérées, aussitôt balayées par l'accusation, qui rappela que l'enregistrement avait été authentifié dans le cadre d'une enquête judiciaire fédérale. Mais ce n'était pas le débat juridique qui figeait la salle. C'était le silence. Dense, lourd. Chacun comprenait désormais que ce procès dépassait le cas de Kazi, dépassait Didi lui-même. La salle d'audience s'était métamorphosée en théâtre de vérité, en confession publique d'un empire bâti sur la célébrité, le pouvoir, et le silence, un empire qui s'effondrait, pièce par pièce, sous le poids de ses propres mots. Didi restait assis, immobile, le regard figé. Son visage était impassible, presque serein, mais ses yeux criaient. Douleur. Colère. Peur. Le prix. Le juge revint après la suspension, pâle, plus lent, commenté par les conséquences qu'il venait de méditer. Derrière lui, le dispositif de sécurité avait été triplé.
Chacun pressentait qu'un séisme moral était en cours. Il est clair, commença le juge Harmon, que les preuves présentées aujourd'hui resteront confidentielles jusqu'à nouvel ordre. Mais ce tribunal en reconnaît la gravité. Il fixa Didi. Je conseille également à la défense de se préparer à la présentation de nouveaux témoignages liés à cet enregistrement. Un frisson parcourut la salle. De nouveaux témoins. Didi tressaillit légèrement. Les caméras ne manquèrent pas ce moment. Ses avocats se penchèrent vers lui, mais d'un geste, il les repoussa. Trop tard. Le mal était fait. Les mots avaient été lâchés. Et le monde les avait entendus. Ni une armée d'experts en communication, ni les plus grands cabinets d'avocats n'auraient pu faire disparaître ce qui avait été révélé. Mais avant d'annoncer la suite, les noms ajoutés au dossier ou une voix, sur les réseaux, murmurait « N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. » Le procureur se leva à nouveau. « Votre honneur, nous appelons un nouveau témoin demain. » Une ancienne assistante des deux hommes sur l'enregistrement. Didi baissa les yeux. Les releva presque. La salle retint son souffle. Car la bande était authentique. Le silence avait été brisé. Et désormais, même les ombres ne suffisaient plus à dissimuler ce qui devait l'être. Le lendemain matin, il n'y avait plus un seul siège libre dans la galerie. À l'aube, les files d'attente serpentaient devant le tribunal. Les caméramens se disputaient les meilleurs angles. Les commentateurs chuchotaient en direct, comme s'il s'agissait d'une scène de film noir. Même le jury arriva plus tôt, visiblement transformé par les événements de la veille. L'atmosphère était pesante. À 9h50 précise, le juge entra. « Poursuivez, dit-il, presque à voix basse. » Le procureur se leva. « Nous appelons à la barre Madame Talia Morgan. » Une onde de choc traversa la salle. Son nom ne figurait sur aucune liste. Jamais mentionné. Pourtant, ceux qui connaissaient les coulisses reconnurent immédiatement l'ancienne assistante de Didi, ex-coordinatrice des tournées de Kelly. Disparue du secteur depuis près de 7 ans, sans aucune explication. Les rumeurs sur son départ étaient nombreuses, mais aucune certitude ne subsistait. Et la voilà, dans la salle, les épaules droites, les cheveux tirés, le regard fixe. Elle prêta serment, d'une voix ferme. Sans un seul regard pour Didi. Le procureur entama calmement, « Mademoiselle Morgan, pouvez-vous nous dire quel était votre lien avec les personnes entendues hier ?» « J'ai travaillé pour Monsieur CS pendant 6 ans, répondit-elle. En 2014, lors d'une tournée, j'ai assisté à 2 réunions privées entre lui et Monsieur Kelly. J'ai organisé plusieurs événements à huis clos et j'ai reçu l'ordre de partir quand certaines conversations allaient commencer. Quel genre de conversation ? Des conversations comme celles que vous avez entendues hier. Sur le contrôle, le secret, la manipulation de contrats, le déplacement de jeunes filles d'un état à l'autre, et la manière d'acheter le silence du personnel. Des murmures s'élevèrent. La défense protesta. Spéculation. Non vérifié. Le procureur déposa un dossier. Madame Morgan avait fourni une déclaration sous serment, des enregistrements vocaux, et des courriels horodatés. Le juge hésita. Puis acquiesça. Admis. Talia reprit. On m'a toujours interdit d'avoir mon téléphone allumé pendant les réunions. Une fois, je l'ai oublié. Il a tout enregistré. Ce fichier est l'origine de l'audio diffusé hier. Je l'ai envoyé anonymement aux enquêteurs fédéraux il y a 3 mois. Les avocats de Didi se figèrent. Didi ne broncha pas. Talia poursuivit. Ils avaient un système. Les femmes recevaient des rôles, interprètes, assistantes, invitées. Mais une fois à l'intérieur, tout était surveillé. Si l'une parlait trop ou posait trop de questions, elle était soit achetée, soit intimidée. Elle fit une pause, regarda le jury dans les yeux. J'ai essayé de partir 2 fois. La première, on m'a menacé de disparaître. La deuxième, j'ai trouvé un traceur sous ma voiture. Alors je suis parti. Un frisson parcourut la salle. Elle leva un extrait de journal de l'année de sa démission. Il contenait des citations textuelles ou des mots que Didi et R. Kelly avaient prononcés lors des préparations. « Craignez-vous pour votre vie en étant ici ?» demanda le procureur. Elle hocha la tête. « Oui. Mais j'ai encore plus peur de me taire. » Un silence solennel s'installa. Ce n'était plus de la stupeur, mais du respect. Sa voix s'adoucit.
Il y avait des filles plus jeunes que moi. Plus courageuses. Certaines ne sont jamais sorties de l'ombre. Moi, je le fais. Parce que quelqu'un devait le faire. Elle regarda une personne dans la salle. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce simple échange naquit un lien indestructible forgé par la souffrance, la survie et la vérité. L'audience fut suspendue, mais la galerie resta figée. Personne ne voulait partir. Quelque chose de réel venait de se passer. Brute, sans maquillage. Une vérité longtemps étouffée, enfin libérée dans un lieu qui, trop longtemps, avait réduit au silence tant de voix. Lorsque Talia quitta la barre, le juge ne frappa même pas de son marteau. Il se contenta de la suivre du regard et soupira. L'audience était levée. Mais personne ne bougeait. Car ce moment avait tout changé. Pas par choc. Pas par colère. Mais par validation. Pour la première fois, ceux qui avaient murmuré derrière des pseudos, dans l'ombre, voyaient leur douleur représentée sous serment. Devant un juge. Un jury. Et le monde entier. Talia ne s'arrêta pas. Elle s'avança dans l'allée centrale, la tête haute, escortée par des agents de sécurité, comme si elle portait à elle seule les preuves d'un monde trop longtemps resté silencieux. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Ces mots, sobres mais tranchants, fendirent le brouillard des arguments juridiques, traversèrent les murs des procédures et atteignirent le cœur humain de l'affaire, la peur, la survie, et le prix de la vérité. Elle resta presque immobile, les yeux baissés vers le sol, mais son silence n'était pas celui de la résignation, c'était celui d'une maîtrise farouche. Toute sa vie avait été exposée, disséquée, commentée, niée parfois. Mais cette fois, une autre voix confirmait son récit. Elle n'était plus seule. Au dernier rang, une femme présente à chaque audience, dissimulée derrière des lunettes de soleil et un foulard, les retira doucement. Elle s'essuya les yeux d'un geste discret, puis se leva, quittant la salle à pas lents. Les journalistes découvriraient plus tard qu'elle avait été danseuse de fond dans une tournée sponsorisée par Didi, des années auparavant. Elle ne parlait jamais en public, elle n'en avait plus besoin. De l'autre côté de la galerie, deux autres femmes lui emboîtèrent le pas anonyme, invisibles jusque-là, mais désormais visibles, enfin. Lorsque l'audience reprit, 45 minutes plus tard, la salle n'était plus la même. Ce qui avait commencé comme un procès de célébrité s'était transformé en quelque chose de plus lourd, plus grave. L'atmosphère n'était plus au scandale, ni à la chute d'une star. C'était une révélation lente, douloureuse, inévitable. Le juge revint à son siège, son attitude changée. Moins mécanique, plus consciente. Sa voix, lorsqu'il reprit la parole, était calme. Ce tribunal reconnaît l'importance du témoignage entendu aujourd'hui, déclara-t-il, avant de marquer une pause. Il devenait clair que cette affaire dépassait désormais son cadre initial. Le procureur se leva. Nous demandons l'autorisation de déposer une requête visant à élargir la liste des témoins. Depuis la fuite audio, de nouvelles personnes se sont manifestées. La défense protesta aussitôt. Votre honneur, il s'agit d'une tentative de transformer un procès civil en une chasse aux sorcières criminelles. Mais le juge resta impassible. Le tribunal a le devoir d'examiner toute piste crédible. Si ces témoins sont vérifiés et jugés pertinents, la requête sera étudiée. L'avocat de Didi s'affaissa légèrement, l'air abattu. Et Didi lui-même? Il ne les regardait même plus. Les yeux fixés sur la table, les mains si serrées que ses jointures blanchissaient. Il ne contrôlait plus rien. Le procureur tourna son regard vers le jury. Ce procès n'est plus seulement une question de célébrité ou de réputation. Il s'agit d'un système. D'une structure fondée sur le silence, la peur, et le contrôle absolu. Il fit une pause, puis ajouta avec fermeté, nous ne voulons pas seulement gagner ce procès. Nous voulons démanteler ce système. Un frisson parcourut la salle. Halètement, tension, et quelque chose de plus profond, une résolution collective. À l'extérieur, la nouvelle se répandait déjà. Talia Morgan brise le silence. De nouveaux témoins rejoignent l'affaire Didi. Une enquête fédérale est en cours, des liens avec R. Kelly examinés. Toutes les chaînes en parlaient. Mais cette fois, les voix médiatiques n'écrasaient pas la vérité, elles l'amplifiaient. Dans un couloir adjacent, des agents fédéraux pénétraient dans une pièce sécurisée, dossier en main. Pas de caméra, pas de fuite. Juste le protocole, silence, mesure, gravité. Et dans la salle, tandis que l'audience reprenait,
Talia faillit regarder Didi pour la première fois depuis des jours. Mais il ne tourna pas la tête. Il ne le pouvait pas. Quelque chose s'était brisé. Elle n'avait plus peur. Et ceux qui, enfin, trouvaient la force de parler non plus. L'atmosphère avait changé. Elle n'était pas seulement plus lourde. Elle était plus courageuse. Ce qui autrefois n'était que murmures prudents et questions chuchotées se transformait en une clarté impitoyable. Ce procès n'était plus une affaire de relations publiques. C'était un moment de vérité. Un règlement de compte. Une tempête lente, mais implacable. À la reprise, le procureur se leva de nouveau. Votre honneur, nous demandons que soit admise en preuve la déclaration écrite d'un ancien employé, resté anonyme pour des raisons de sécurité, mais dont l'identité a été vérifiée par les autorités fédérales. Le juge haussa un sourcil. Cette personne a-t-elle été convoquée, demanda-t-il. Le procureur hocha la tête. Elle a été contactée, mais après avoir été menacée et suivie, elle a refusé de témoigner publiquement. Toutefois, sa déposition sous serment et ses pièces justificatives sont soumises sous protection. Un long silence. Puis un signe de tête du juge. Qu'on la lise au jury. L'avocat commença. Il s'agissait d'une ancienne assistante personnelle, chargée des plannings, des déplacements et de la coordination lors d'événements de haut niveau. Sa lettre, longue mais posée, détaillait sans pathos les coulisses d'un système insidieux. Elle décrivait des femmes, invitées à rencontrer des producteurs de musique, mais isolées dans des pièces verrouillées. Des contrats signés sous pression, dans un jargon juridique incompréhensible, parfois sous l'emprise de l'alcool ou de médicaments. Des menaces implicites, jamais directes, mais toujours relayées par un proche de Didi. Elle évoquait un tiroir secret, dans un bureau, contenant des accords de confidentialité, des liasses de billets, et un téléphone jetable utilisé uniquement quand une cible était prête à être manipulée. La salle était figée. Didi ne bougeait pas. Mais ses avocats, eux, étaient secoués. L'un gribouillait frénétiquement. Un autre fixait la table avec une intensité fiévreuse. La lettre poursuivait. Je suis resté trop longtemps. Je suis parti quand j'ai compris que le silence ne protégeait pas, il enfermait. J'ai tout perdu pour survivre. Mais si ma voix peut aujourd'hui contribuer à détruire ce que j'ai aidé à bâtir, qu'il en soit ainsi. À la fin, plus personne ne respirait. Même le juge mit du temps à parler, avant de murmurer, que le procès-verbal indique que cette déclaration a été reçue. Puis, un nouveau choc. Le procureur annonça, « Votre honneur, nous informons également le tribunal que le ministère de la Justice a ouvert une enquête parallèle, à la suite des témoignages et de l'enregistrement audio présenté. Des assignations fédérales sont en cours. » Un souffle retenu, suivi d'un tumulte de chuchotements. L'avocat principal de Didi se leva d'un bond. « Objection » cria-t-il, dénonçant un écart à la procédure civile. Mais le mal était fait. L'expression « enquête fédérale » avait été prononcée. Et rien ne pourrait la retirer de l'air ambiant. Didi le savait. Il restait immobile, respirant lentement, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table. Ce n'était plus un geste de domination, mais un tic de panique. Son regard, figé sur l'estrade, trahissait la perte de contrôle. Ce jour-là, il ne sourit pas. Pas une fois. Ce n'était pas une victoire. Pas encore. Mais le rideau venait de se lever. Pas seulement sur un homme, mais sur un système. Une toile cachée, protégée par le silence, entretenue dans l'ombre pendant des décennies. Désormais, la lumière s'infiltrait partout. 7 jours après la diffusion de l'enregistrement au tribunal, les murs semblaient se refermer. Pas seulement sur Didi. Mais sur tout ce qu'il avait bâti. Son empire, autrefois bâti sur des contrats de confidentialité, des pactes de loyauté et un pouvoir sans limite, se fissurait désormais à tous les niveaux. Ceux qu'il avait autrefois réduits au silence n'avaient plus peur. Il parlait. L'audience débuta par une annonce inhabituelle. Avant de commencer, déclara le procureur, nous avons demandé une motion visant à sceller certaines parties du témoignage d'aujourd'hui, pour des raisons de sécurité. Le juge hocha la tête, sans poser de questions. Il était clair que le procès avait dévié de toutes les attentes initiales. Chaque nouveau témoin amenait son lot de menaces. Des regards invisibles observaient depuis les coulisses, des murmures naissaient dans l'ombre, mais dans la salle d'audience, les voix ne faisaient que s'amplifier. Le témoin suivant était un ancien technicien de studio, discret, presque effacé. Pourtant,
il avait été là, silencieux, dans les coulisses de nombreuses séances d'enregistrement avec Didi et R. Kelly. Il entra, la tête basse mais le dos droit, comme un homme qui n'avait plus rien à perdre. Il prêta serment. Une seule question lui fut posée, avait-il entendu, durant son service, des conversations qu'il jugeait pertinentes pour ce procès? Oui, répondit-il, sans une hésitation. Il parlait d'une voix claire, sans détour, sans émotion feinte. C'était un homme qui avait porté le poids du silence pendant des années, et qui, lentement, le relâchait dans le monde. Il confirma que des conversations comme celles entendues dans la bande divulguée étaient fréquentes, souvent enregistrées intentionnellement. Ils appelaient ça une sécurité, dit-il, mais pas pour se protéger. C'était un outil de contrôle. Si quelqu'un trahissait, les enregistrements devenaient une arme contre lui. Qui avait accès à ces fichiers, demanda le procureur. 2 personnes, répondit-il. Le chef des opérations de Didi, et un homme qu'on appelait Ghost. Il manipulait tous les documents hors des archives officielles. On m'a dit de ne jamais le regarder dans les yeux. Le technicien raconta qu'on lui demandait régulièrement d'effacer des sessions, de supprimer des fichiers, de formater des disques durs et de chiffrer des dossiers. Pourtant, il gardait une copie personnelle, et au début du procès, il remit ces éléments aux enquêteurs fédéraux. Ce n'était pas juste de la musique, expliqua-t-il. C'était des gens. Leur contrôle. Leur possession. Il sortit de son dossier un extrait d'un journal audio daté de 2015. Plusieurs horodatages y figuraient, accompagnés des initiales S, RK, CP et MR, associés à des mots tels que confinement, restructuration, réaffectation. Le procureur surligna une entrée et la lut à voix haute. 23h42. RK s'enquiert de la jeune fille de Détroit. La Cour suprême répond, c'est réglé. Ce n'est plus un problème. Un frisson parcourut la salle d'audience. Le technicien ajouta doucement. Réglé, cela signifiait toujours la même chose, muselé, déplacé, ou acheté. L'avocat de la défense se leva pour objecter. Votre honneur, ces notes sont spéculatives et ne sont accompagnées d'aucun enregistrement. Les enregistrements originaux sont en possession du tribunal fédéral, répondit le procureur sans flancher. Ils parleront d'eux-mêmes. Le juge, visiblement secoué, autorisa la déposition. Didi resta figé. Il ne tapait plus des doigts. Ne serrait plus les mâchoires. Il était immobile, mais pas en paix. Vaincu. C'était l'image d'un homme regardant les murs de son empire s'effondrer à chaque mot prononcé. Puis vint la dernière question de la journée. Pourquoi avez-vous décidé de parler maintenant? Le technicien regarda le jury. Parce que j'ai une fille de 14 ans. Et j'ai compris qu'en me taisant, je participais à construire le monde dans lequel je ne voulais pas qu'elle grandisse. Silence. Pas parce que les gens manquaient de mots. Mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Ce jour-là, personne ne cherchait à faire la une en sortant. Pas de flash, pas de déclaration. Ils quittèrent la salle lentement, avec gravité. Car la vérité n'était plus seulement révélée, elle était devenue indéniable. La dernière journée de cette étape du procès ne commença pas dans le tumulte, mais dans un silence que seule la vérité peut engendrer. La salle d'audience était bondée, mais si calme qu'on pouvait entendre le craquement des sièges, chaque souffle retenu. Ce qui avait commencé comme un simple procès civil contre une célébrité était devenu un moment de purification. Un basculement. Il n'y eut ni entrée théâtrale, ni grandiloquence. Seulement Didi, affaissé, entouré d'avocats qui ne semblaient plus être des défenseurs, mais des survivants de la même tempête. Son attitude n'était plus celle du défi, mais de la chute. Le spectacle était terminé. La juge entra sans délai. Ce tribunal reconnaît les événements des 2 dernières semaines, dit-elle, et comprend la gravité de ce qui a été consigné au dossier public. Elle marqua une pause. Son regard parcourut la salle, s'attarda sur le procureur, sur Didi, sur le jury. Nous traitons maintenant des questions qui pourraient dépasser la compétence de ce tribunal, et relever de la juridiction fédérale. Tout le monde comprit ce que cela signifiait, davantage de citations, de témoins, d'enquêtes. Mais ce jour-là, quelque chose d'autre prit fin, le silence. Quasi fut invitée à prononcer ces mots de clôture. Elle se leva lentement, s'avança, et parla, non pas à Didi, ni au jury, mais au juge. Je n'aurais jamais cru être ici. Non pas parce que je ne savais pas que ce qui m'était arrivé était mal, mais parce que j'étais persuadé que personne ne s'en soucierait.
Elle inspira profondément. On m'a appris que le pouvoir se protège, que les hommes comme lui ne tombent pas. J'ai eu peur. Longtemps. Peur de ce qu'il pouvait faire, peur de ce qu'il dirait. Et j'ai eu honte. Honte d'être restée. Honte d'être restée silencieuse. Mais j'ai compris quelque chose, la peur n'est pas une faiblesse. Le silence n'est pas une faute. Parfois, c'est juste une façon de survivre. Le tribunal était figé. Chaque mot qu'elle prononçait était une vérité nue, tranchante. Je ne suis pas venu ici pour me venger. Je suis venu pour éviter que d'autres souffrent comme moi. Je suis venu empêcher la prochaine jeune fille de croire qu'elle doit choisir entre sa voix et sa sécurité. Elle regarda le jury. Je ne veux pas de compassion. Je veux du changement. Puis elle inclina la tête devant la juge, et retourna à sa place. Personne n'applaudit. Personne ne pleura. C'était plus profond que ça. C'était du respect. Le procureur conclut brièvement, soulignant les preuves, la cohérence des témoignages, et donna au tribunal la base pour continuer. Didi eut l'occasion de s'exprimer. Elle refusa. Le juge acquiesça, et prononça la sentence finale. Ce tribunal reconnaît qu'un procès n'est pas la vérité ultime. Mais il peut être un commencement. Et ce qui a commencé ici aujourd'hui ne sera pas oublié. Elle frappa du marteau. Mais ce son ne résonnait pas comme une fin. Il résonnait comme une rupture. Et un nouveau départ. Devant le tribunal, il n'y eut aucun cri de victoire. Aucun cirque médiatique. Juste des gens debout, silencieux. Certains s'embrassant. D'autres pleurant discrètement. D'autres encore, simplement présents. Et quelque part dans le pays, derrière des écrans éteints, les yeux pleins de larmes, les survivants observaient eux aussi. Et, enfin, ils ne se sentaient plus seuls. Parce que le silence n'avait pas seulement été brisé. Il avait été déchiré. Et des décombres, quelque chose de vrai, de vivant, avait surgi.